J'ai coché toutes les cases qu'on m'a demandé de cocher et en fait, je m'y retrouve pas, donc j'étais un peu paumée et ma réponse, c'était de vraiment faire ce pas de côté. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Émilie Ribaud, coach, facilitatrice, formatrice et conférencière engagée. Bonjour Émilie. Bonjour Thierry. Alors Émilie, je suis particulièrement ravi de te recevoir aujourd'hui parce qu'en préparant ton portrait, je me disais qu'à toi toute seule, tu étais un concentré d'exploration personnelle et de curiosité professionnelle. Bref, une invitée idéale pour C'est le chemin qui compte. Merci, je suis flattée. Alors tu grandis, Émilie, en province à Dreux, dans un environnement où la réussite scolaire et l'ascension sociale sont des valeurs centrales. Tu passes un bac scientifique, puis tu rentres en prépa où tu te sens très attiré par des enseignements d'ouverture comme la philo ou la géopolitique. Tu intègres une école de commerce qui te permet d'effectuer des séjours prolongés en Chine, à Taïwan et en Turquie, des expériences qui seront déterminantes pour toi et qui vont t'offrir une plus grande ouverture sur le monde et te faire prendre conscience de qui tu es profondément. C'est aussi l'occasion pour toi de faire l'expérience d'appartenir à une minorité, ce qui contribuera à former le socle de ton combat d'aujourd'hui, qui est celui de la parité entre hommes et femmes. Tu rentres à Paris en tant que commercial chez Danone, puis chez France Boisson, où il faut bien l'avouer, tu ne t'épanouis pas vraiment et surtout, tu dis être en perte de sens. Tu décides alors de démissionner et tu pars en Nouvelle-Zélande pour 1 an, sans projet et sans billet retour. C'est une année déterminante pour toi dans ta construction personnelle. Tu dis d'ailleurs que c'est la première fois que tu agis vraiment pour toi et pas en fonction des autres. Tu découvres l'importance de la nature dans ton équilibre et tu fais une magnifique rencontre, celle de 2 femmes inspirantes qui te guident vers une retraite de méditation Vipassana, avec laquelle, comme dirait Eckhart Tolle, tu découvres le pouvoir du moment présent. De retour en France, tu travailles dans le tourisme pour la start-up Marco Vasco, mais déçu par le rôle, tu débarques chez Tucantuco comme toute première commerciale. Tu connais alors un environnement d'hypercroissance qui t'offre tes premières opportunités de manager des équipes. Tu choisis ensuite de rejoindre Salesforce, la Rolls de la vente, et tu y restes 3 ans pendant le Covid et tu en profites pour te former au coaching à Paris 8 avec un intérêt marqué pour les thèmes de l'accompagnement et de l'émancipation des femmes. Pour te rapprocher de la nature indispensable à ton équilibre, tu déménages à Grenoble et tu décides que 2023 sera une année charnière, une année de test pour lancer ta propre activité de coaching que tu nommes un coaching à soi, en référence au célèbre essai Une chambre à soi de Virginia Woolf. Tu dédies ta mission à l'accompagnement des femmes, particulièrement dans l'univers de la tech, mais pas que. Ton spectre s'élargit rapidement et tu coaches désormais aussi des hommes et tu as développé des activités annexes de facilitatrice, de formatrice et de conférencière. Aujourd'hui, tu dis que tu es à ta place, que tu es ancrée, tu t'épanouis pleinement dans le coaching, tout en restant ouverte à d'autres opportunités capables de nourrir ta grande curiosité, sans oublier de te ménager du temps et de l'espace pour la danse et les randos en montagne, qui sont tes 2 grandes passions. Super, merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Émilie, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin ? Je ressens de la gratitude parce qu'on prend jamais trop le temps de s'arrêter sur son chemin et merci pour ce portrait qui me touche beaucoup, donc merci beaucoup et je ressens de la gratitude sur ces différents moments et les rencontres. Tu en as parlé un petit peu mais chaque moment que tu retraces pour moi est vraiment associé à des rencontres et beaucoup de gratitude pour le chemin et hâte de la suite parce que je suis en chemin, bien sûr. Alors Émilie, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser. Il semblerait que contrairement à beaucoup d'entre nous, tu aies trouvé ton chemin relativement tôt dans ta vie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, pas le mien en tout cas. Et tu dis que tu es à ta place. Comment tu l'as trouvée cette place ? Je l'ai trouvé parce que je me suis posé beaucoup de questions très jeune. Je pense que moi, j'ai été une petite fille qui se posait toujours des questions. Je m'interrogeais sur... ça a été... Le questionnement a fait partie de ma construction et l'expérimentation aussi. Donc, le fait de combiner questionnement et expérimentation, je pense que ça a orienté des rencontres et un parcours qui a fait que j'étais ouverte à essayer des choses, à oser autre chose. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidée, et sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais moi, j'ai eu la chance d'être coachée à 2 reprises assez jeune.
Et les 2 coachings ont été, assez révélateurs pour moi dans, justement partir de moi, apprendre à bien me connaître, à me comprendre et vivre ma vie, en fait, donc je pense que ça a été révélateur et j'ai quand même envie de revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit parce que oui, je suis à ma place aujourd'hui et j'insiste sur le aujourd'hui et ça, pour moi, c'est hyper important et je pense que c'est ce qui m'aide, à pouvoir dire que je me sens à ma place. C'est que je suis pas arrivée, je suis à ma place aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans ou même avant, être à ma place, ce sera un autre endroit et ça aussi, c'est hyper important pour moi. C'est ce qui me permet peut-être de dire plus facilement que je me sens à ma place. Tu as parlé de cette rencontre avec le coaching qui était assez déterminante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu as pris conscience de la nécessité, par exemple, d'être coaché ou comment se sont fait ces rencontres avec le coaching ou les coachs? Alors c'est les 2 rencontres, c'était dans des environnements professionnels. La première rencontre, c'était chez Tucantoco, là, la start-up dont tu parlais, qui a été une expérience, assez challenging pour moi parce que je suis arrivée dans le monde de la tech que je connaissais pas, dans un univers de polytechniciens. Donc, moi, je venais plutôt école de commerce, donc beaucoup de décalage et j'ai, rencontré pour la première fois de grosses difficultés relationnelles, en fait, avec un cofondateur qui était du coup mon superviseur direct et avec l'enjeu de se dire on a envie de travailler ensemble mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque, tu vois? J'avais jamais croisé ça dans ma vie et c'est comme ça que les, fondateurs, assez smart m'ont dit: «Bah, pourquoi pas un coaching?» Donc ça c'est pas moi qui ai amené l'idée, c'est venu des cofondateurs et moi qui, toujours en quête d'expérience et d'opportunités, j'ai dit: «Bah, banco» et j'ai rencontré une super, femme, qui m'a beaucoup, guidée, qui a compris en fait, qui a su, si tu veux, faire le pas de côté entre, les objectifs, et le contrat de coaching et réellement ce dont moi j'avais besoin. Donc elle m'a beaucoup accompagnée pour, venir, renforcer, ma confiance en moi dans ma posture pro qui était encore jeune et puis surtout, ce qui a été assez révélateur, c'est qu'elle a utilisé un outil, tu sais, de personnalité. Aujourd'hui, il y en a plein en entreprise, MBTI, Desk et autres et en fait, j'ai compris vraiment ce truc que je pense que je percevais avec mon boss de l'époque, mais sur lesquels on n'avait pas mis de mots et qui restait du coup un blocage. J'ai compris qu'en fait, on avait la même intention, mais on avait des canaux de communication et des chemins pour y aller différents et ça a débloqué beaucoup de choses, d'avoir cette capacité de voir le monde et de voir les individus qui m'entourent à travers, ce prisme. Donc ça, c'était la première expérience de coaching et puis ensuite chez, Salesforce, deuxième coaching où là, on était, plus dans un contexte Covid et c'était plus une démarche personnelle et j'ai choisi plus un coaching, introspectif, on va dire. L'objectif étant de définir mon ikigai. Je sais pas si c'est un concept, ouais, qui te parle? Donc Oui, mais c'était, peut-être que tu peux le oui, c'est redéfinir, un ouais. concept japonais et l'idée, si tu veux, c'est de trouver sa juste place entre, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi j'ai des compétences et 4e, ce pourquoi, du coup, le monde serait prêt, à payer pour vraiment en faire un métier et ce qui est ressorti, en fait, tu sais, je pense que tu l'as vu aussi dans ta posture de coach, on va souvent voir un coach pour, aller chercher une permission. Et là, moi, c'était vraiment ça, parce qu'au fond de moi, je pense que c'était là, mais j'osais absolument pas le verbaliser, il m'autorisait. Donc là est ressorti l'envie d'accompagner, l'envie de remettre beaucoup plus d'humain au cœur de mon quotidien et de ma pratique. Et puis, les femmes aussi est ressorti très fort. Et donc, chemin faisant, je me suis dit: «Allez, on va avancer dans cette direction». D'accord, et donc j'allais poser la question de savoir si ces rencontres de coach avaient été déterminantes dans ta propre vocation de coach toi-même. J'ai le sentiment que Absolument, ouais, absolument. Et tu vois, les 2 coachs que j'ai eus, c'était 2 femmes, d'une cinquantaine d'années, charismatiques, inspirantes et moi, du haut de ma petite trentaine à l'époque, je me sentais pas du tout, si tu veux, légitime parce que j'avais, du coup, intériorisé que pour être coach, il fallait avoir roulé sa bosse, avoir managé tant et tant d'équipes et donc je me sentais pas du tout légitime. Donc il y a eu aussi ce travail de petit peu, casser ces croyances limitantes et de me dire: «Bah, il y a peut-être aussi, d'autres formes, d'autres postures de coach à penser» et donc à la fois, oui, ça a été inspirant et ça a été modélisant, mais en même temps, il a fallu aussi que j'arrive à me libérer de, bah, je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas, 25 ans d'expérience en management et pour autant, j'ai des choses à apporter dans une posture de coach.
Et quel conseil tu donnerais peut-être à des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont peut-être un peu impressionnés par le fait d'avoir recours à un coach, ou qui franchissent pas le pas et qui se disent peut-être qu'ils sont pas encore assez prêts ou pas assez mûrs ou assez vieux pour avoir recours au coaching? Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que toi, ça a été assez déterminant pour ton cas personnel. Bah, je pense que c'est en fait le coaching, je le vois vraiment comme un accélérateur. Donc c'est de se dire, bah, ça rejoint un petit peu, ce que tu disais. Est-ce que j'ai envie de me trouver être sur mon chemin dans 20 ans ou dans 2 ans? C'est vraiment ça. Parce que j'ai le sentiment que j'ai pas eu de révélation, dans le coaching, mais c'est venu vraiment, si tu veux, accélérer des choses qui étaient en moi. Et le conseil que je donnerais, c'est, de se faire confiance. C'est un peu comme un psy, même si j'aime pas le parallèle, mais c'est vraiment choisir la personne avec qui on est à l'aise et s'autoriser à faire des séances découvertes sans engagement. Je sais que moi, ça aussi, c'était, quelque chose qui m'avait, beaucoup rassurée. C'est que les coachs, avant qu'elles m'accompagnent, je les ai rencontrés. On a pris le temps de se connaître, de voir comment on allait ou pas travailler ensemble pour ensuite décider si oui, je sentais que c'était avec cette personne que j'avais envie de faire ce bout de chemin. Donc oser rencontrer sans engagement, oser, s'écouter, dire oui ou non et puis se rappeler quand même, moi je reste convaincue que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est quand même, celui concernant la seule personne avec qui on va passer toute notre vie, donc nous-mêmes. Donc go quoi. Quand je t'écoute, tu dis: «Je suis plus proche de moi-même, je me suis rapproché de qui je suis, vraiment». Comment, en fait, ce processus de rapprochement de qui tu es profondément, s'est effectué? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je pense à 2 choses. La première chose, c'est, on l'entend beaucoup, mais moi je l'ai vraiment vécu, c'est aussi dans les difficultés, en fait, où, quand ça pique, qu'on va gratter pour comprendre un peu pourquoi ça pique et c'est, souvent des contextes, compliqués mais propices à aller, se découvrir et aller à l'encontre de soi. Donc moi, j'ai jamais, cherché à éviter les difficultés. Je pense que même je suis plutôt d'un tempérament à y aller frontalement parce qu'au fond de moi, je pense que j'ai, intégré que c'était des pistes d'apprentissage. Donc il y a ça. Après, on n'est pas obligé de passer forcément par cette méthode, qui peut être éprouvante. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, et tu en parlais dans mon portrait, c'est, la prise de recul, physique. Moi, c'est vraiment l'étranger, les voyages qui m'ont, permis de, aller à ma rencontre et notamment, tout particulièrement, là, l'année que j'ai prise pour moi en Nouvelle-Zélande. Donc moi, ça a été vraiment de me dire: «Bah, là, je m'offre une année, je m'offre ce luxe d'avoir une année sans objectif, sans enjeu autre que de prendre soin de moi et de me reposer les bonnes questions». Parce que comme tu le disais, j'avais, bossé 3 ans et j'étais arrivée au constat de me dire: «Bah, j'ai coché toutes les cases qu'on m'a demandé de cocher et qui me semblaient justes, bac S, prépa, école de commerce, CDI, grosse boîte» et en fait, je m'y retrouve pas. Donc j'étais un peu paumée et ma réponse, c'était de vraiment faire ce pas de côté. Est-ce que c'est la portée de chacun d'entre nous de faire ça? Tu l'as fait, c'est assez, remarquable, mais est-ce que chacun d'entre nous pourrait s'approprier ou faire un tel pas de côté comme tu le décris? Oui, parce que moi, j'ai arrêté parce que c'était inconfortable. Alors oui, c'était confortable dans le sens physique, financier et cetera, mais c'était inconfortable. J'avais vraiment ce truc de, tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vécu et je te le souhaite pas, mais peut-être de je sais plus pourquoi je me lève le matin, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un pour moi, c'est un inconfort énorme qui fait que je suis obligée de réagir. Je peux pas laisser filer, en fait. Donc c'est, tu vois, ça rejoint ce que je te disais, c'est vraiment face à une difficulté, l'inconfort qui, moi, me pousse à l'action. Je sais que je fonctionne comme ça. Moi, c'est l'inconfort qui me met en action. Donc, D'accord. Donc repérer l'instinct de c survie quelque part. Si je tire le fil jusqu'au ouais. bout, c'est vraiment ce côté: «Là, ça va mal, il est temps de». Donc c'est comme des alertes en fait que, notre environnement, notre corps parfois nous Et renvoie aussi, ouais. pour nous alerter qu'il est temps de changer ou Mmh. temps de prendre conscience de la réalité de ce qui se passe et de tenter quelque chose pour se rapprocher de qui on est vraiment et de trouver le sens dont tu Mmh. parlais. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces rencontres? Tu nous as parlé de rencontres déterminantes sur ton chemin. Bah, au-delà, donc je t'ai parlé des 2 coachs qui m'ont accompagnée, mais une rencontre qui a été, vraiment déterminante, bah, c'est effectivement,
lors de mon voyage en Nouvelle-Zélande et c'est, comme tu le retraçais, c'est vraiment, je le vois encore là, cette image. Je m'en rappelle arriver, dans, cette auberge de jeunesse en bord de mer, sous une tempête, tout le monde tirait la tronche parce que c'était un spot de surfeurs. Donc ça avait 3 jours que tout le monde était enfermé, tu vois, de pas pouvoir aller surfer et autres et je vois cette femme qui vraiment était complètement solaire auprès du feu, qui avait l'air parfaitement épanouie à sa place et effectivement, je m'en rappelle très bien lui dire: «Mais c'est quoi ton secret? Enfin, raconte-nous parce que je comment tu fais?» et donc elle me dit: «Vipassana». Donc ça a été une rencontre déterminante pour moi. Donc Vipassana, c'est une association internationale, c'est un mouvement, qui est, sur des retraites silencieuses et sur la méditation. Et moi qui étais dans le faire, 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 jusqu'alors, j'avais jamais médité, j'avais jamais pratiqué le yoga. Enfin, vraiment, j'étais que dans des pratiques sportives très, courir, enfin des choses vraiment dans le mouvement, le faire, le faire. Et chemin faisant, j'ai croisé une autre femme aussi qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a donné le nom de Vipassana durant ce voyage. Donc je me suis dit: «It's a sign, il faut que j'y aille» et donc j'ai bouclé mon année en Nouvelle-Zélande avec une retraite de 10 jours, dans le silence avec Vipassana et ça a été, une expérience vraiment déterminante pour moi. Moi, ce qui m'a marquée et ce que je garde encore avec moi aujourd'hui, c'est vraiment l'idée que, l'intemporalité des choses, que rien ne reste, que tout passe et ça m'a aidée et je pense que c'est mon moteur aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'ose tout ce que j'ai envie de faire. Parce que je me dis: «Au pire, ça se passera ça sera inconfortable et puis ça passera et puis je passerai à autre chose». Donc ça m'a beaucoup marquée et puis j'ai aussi, pendant cette retraite, eu cette, prise de conscience, vraiment pleine de cette connexion à la nature qui est essentielle pour moi. Je suis reliée à la nature et j'ai besoin de lui faire de la place, dans ma vie. Donc ce voyage, en fait, t'a permis de te révéler, de prendre mieux conscience de qui tu étais et ces rituels, en fait, t'accompagnent maintenant quasiment quotidiennement pour toujours t'aider à faire ce pas de côté, ce décalage qui te permet en permanence d'être, consciente des choses, de la réalité et de pouvoir agir sur ton quotidien, sur ta vie réelle, en fait. Exactement, ne pas perdre ces, prises de conscience, les garder avec moi, les entretenir, en prendre soin. Ça, c'est important pour moi, ouais. Tu as parlé plus tôt dans la discussion de moments de doute, d'incertitude, peut-être liés aussi à des critiques ou des jugements quand tu as décidé de faire ces choix que tu as faits de transition professionnelle, de changement, de cheminement, différent, de lancer ta propre activité de coaching. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces moments de doute, d'incertitude? Tu as dit, que certains d'entre eux t'avaient construit, mais comment tu les as rencontrés? Comment tu les as gérés aussi ces moments de doute? Bah, je pense que les moments de doute les plus durs pour moi à vivre, c'était plus jeune. C'était vraiment quand j'étais une jeune professionnelle, les premières années et que j'avais, si tu veux, que j'étais pas construite encore, que je savais pas ce que je valais, en fait. Et que là, du coup, je sentais bien que j'étais pas ancrée et que je prenais la moindre critique comme, identitaire et donc que je pouvais vaciller à droite et à gauche très facilement. Et donc les premières années, j'ai, pas eu des managements avec lesquels c'était toujours simple et j'ai eu vraiment des, grosses périodes de doute, de remise en question. Donc ça a été des moments compliqués et comment j'ai surmonté ça? Bah, je me suis rattachée vers soit des managers que j'avais eus, des professeurs, des personnes qui étaient bienveillantes et qui, m'avaient portée et qui croyaient en moi. Ça m'a pas mal aidée. Aussi mon père qui était très présent, qui me suivait pas mal sur mon parcours en début de vie pro. Donc ça a été des piliers. Ça a été des périodes de doute beaucoup plus compliquées que ce que j'ai pu vivre plus récemment où tu vois la différence, je pense que c'est entre-temps, j'avais quand même bossé 10 ans, donc j'avais pu, voir ce que j'avais été capable de faire et comme, on le sait, la confiance en soi, en fait, c'est un muscle. Plus tu fais, plus tu, observes ce que tu as été capable de faire, plus tu viens renforcer ta confiance en toi. Donc en 10 ans, j'avais plus vécu, donc j'avais fait plus de choses, donc j'avais plus confiance et conscience de mes capacités de faire et d'agir. Donc ça, donc j'étais déjà sur un socle plus solide et qui allait moins facilement vaciller. Donc le doute, c'était plus un combat interne de moi à moi. Aujourd'hui, je pense que je suis suffisamment ancrée pour,
moi, me laisser embarquer par les critiques ou les remarques ou les peurs que d'autres personnes peuvent me renvoyer. À part effectivement 2-3 personnes, on va dire, dans mon club de supporters sur lesquels j'ai beaucoup, d'admiration et qui comptent beaucoup, mais sinon le reste, je vais réussir à les mettre de côté et c'est plus, je suis encore, je pense, mon pire bourreau et donc je travaille encore là-dessus. Les c'est plutôt des combats intérieurs. C'est intéressant cette notion de club de supporters. Un de nos précédents invités parlait, lui, de son propre conseil d'administration où il va aller convoquer des personnes en qui il a confiance et qui peuvent l'aider dans son cheminement en prodiguant des conseils, des encouragements permanents. Est-ce que c'est la même notion pour toi, Ouais, ce club de supporters? exactement. Ouais. Est-ce que tu dirais que chacun d'entre nous doit se doter de ce club de supporters? Alors doit, peut et je l'invite et c'est OK aussi de commencer petit. Parfois, le club de supporters, c'est juste une personne, parce qu'il y a une personne à laquelle on pense spontanément et puis, au fur et à mesure, si on a cette idée en tête, on va aussi faire des rencontres qui vont permettre de grandir ce club. Mais je trouve, en tout cas, c'est un super cadeau que d'avoir en fait, on l'a tous, mais on le conscientise pas toujours et on met pas toujours les mots et c'est juste de faire, ce pont entre, je me rends compte que spontanément, quand j'ai, une question sur, mon parcours pro, c'est un tel que je vais voir. Quand j'ai une question plus perso, c'est une telle et cetera et juste de le conscientiser, de se dire: «Bah, ouais, c'est canon, en fait, j'ai ces 5-6 personnes qui sont, en fait, officiellement mon club de supporters», Le donc conscientiser, peut-être même le formaliser, ouais, c'est-à-dire pourquoi pas l'écrire et oui, se dire, voilà, en cas de besoin ouais, sur des conseils ouais. professionnels, je peux avoir recours à un tel et un tel, sur les aspects, je Mmh, sais pas, de la créativité ou du développement mmh, personnel, un tel et ainsi mmh. de suite. Donc toi, tu recommandes aussi quasiment de le Carrément, formaliser, quoi. ouais et puis j'ai une amie que j'admire beaucoup qui, elle, a lancé, sa boîte il y a pas mal d'années et qui fonctionne bien, qui m'avait donné comme conseil, au moment de lancer, mon activité où effectivement il y avait beaucoup de doutes et de questionnements parce que beaucoup d'inconnus, en fait, m'avait dit: «Crée-toi vraiment un board of advisors, club de supporters, mais tu les choisis et tu leur dis et tu les impliques et tu les réunis tous les 6 mois». 5-6 personnes, tu fais un dîner, tu fais ce que tu veux, un truc sympa, mais tu les réunis, il y a un ordre du jour et vraiment vous parlez de ton business et tu te mettre au centre de la discussion et tu les impliques autour de ça Ouais, super et j'ai idée. ouais, Ouais, donc vraiment un club de mentors oui, quelque part c'est ça. qui vont Mmh, vraiment t'aider à te exactement. Mmh, réaliser, à mmh. devenir qui tu es et à être un accélérateur, comme tu Voilà, disais, sur ton exactement. chemin. Quel impact tu dirais que ta transformation personnelle a eu sur toi-même, mais aussi sur les autres? On rayonne en fait, il y a l'effet domino, que j'ai ressenti. Tu vois, je pense qu'au moment de ma transformation, personnelle, mais qui a commencé plus professionnelle, j'ai aussi, rencontré, mon compagnon, et je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas été capable de faire cette rencontre-là et je pense que là, je suis vraiment, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui m'aide et qui m'accompagne et qui est aussi, un vrai soutien dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, donc je pense que c'est lié. Puis je me rends compte aussi dans mes cercles amicaux, il y a le fait aussi d'avoir déménagé, donc je suis toujours à Paris, mais beaucoup moins, donc il y a une sélection, si tu veux, qui se fait et je me rends compte qu'inconsciemment les personnes qui m'entourent et dont j'ai envie d'être entourée, c'est aussi des personnes qui sont tout en chemin, qui se posent des questions similaires aux miennes, hem, qui ont envie de continuer d'apprendre, qui sont très curieuses. Moi, je suis entourée de personnes qui, comme moi, sont très curieuses, ouais. Et dans ton activité professionnelle désormais, celle de coach, en fait, comment tu gères ou comment tu appréhendes l'impact que tu as sur les gens que tu coaches? Qu'est-ce que ça fait d'avoir Mmh. de l'impact? Je pense que tu sais, moi, je m'en rappelle en tant que manager avoir eu de l'impact. Ça a été la première fois où j'ai pris conscience que j'avais de l'impact. Donc ça, c'était vertigineux dans cette posture de manager où j'avais le sentiment de pas avoir été formée et accompagnée. Donc j'ai un petit peu apprenti sorcier, apprentie sorcière. Aujourd'hui, je me sens à ma place avec beaucoup d'humilité et moi, ce qui, m'aide beaucoup, c'est en fait, je fais confiance à l'autre. Et je suis convaincue, chaque personne que j'accompagne, qu'elle a tout en elle pour être la personne qu'elle a envie d'être, pour, être alignée, pour être confiant, pour être, en harmonie. Donc ça, c'est une croyance qui m'aide beaucoup pour justement, ne pas tomber dans un côté un peu vertigineux
Et oui, c'est toujours des cadeaux quand tu vois les personnes bouger, quand en plus elles le verbalisent et je trouve ça encore, très délicat, d'accueillir les compliments, les remerciements, et moi je m'en rends compte, tu vois, là, tu me poses la question et j'avais une cliente hier soir, et je suis encore beaucoup dans quand on me dit: «Émilie, c'est grâce à toi», moi je suis toujours: «Ah non, c'est toi, c'est que toi». Et j'ai une cliente là, on clôturait un coaching, donc c'est un moment un peu particulier pour des feedbacks, mais elle m'a dit: «Mais arrête de dire non, en fait, tu as vraiment contribué». Donc tu vois, Ouais. J'ai de l'impact, mais j'ai du mal à l'entendre. Je le sais, mais j'ai du mal à l'accueillir. C'est comme à beaucoup d'entre nous. En Ouais. fait, le fait de ne pas nécessairement accepter le, Mmh. le- le Mmh. compliment. Une des précédentes invitées nous le rappelait en me disant il est excellent ton café. Et la première réaction, c'est bah, tu sais, c'est juste un espresso. Mmh. C'est Mmh. Mmh. Voilà, donc acceptons les compliments, acceptons les choses positives qui nous viennent pour aussi nous constituer, nous donner une meilleure estime de soi et donc Mmh. une meilleure confiance en nous. Je Mmh. pense que Mmh. c'est Exactement. assez essentiel. Pour revenir sur ta pratique de coach, tu as décidé plutôt d'orienter, même si je sais que tu l'as ouvert maintenant à d'autres offres, ta pratique vers vers les femmes en particulier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix et la raison pour laquelle tu t'es mis au service plus, je dirais, des femmes et de leur place dans la société? Avec plaisir. Bah, parce que je suis une femme et que, dans mon parcours, en fait, très tôt, j'ai ressenti, si tu veux, vraiment quelque chose de systémique, où je sentais qu'il y avait un décalage entre moi, les portes qu'on m'ouvrait et les portes qu'on ouvrait à des collègues hommes, sans que je comprenne pourquoi. Et ça a été quelque chose qui a provoqué beaucoup de colère et de rage en moi quand j'étais plus jeune, parce que je le comprenais pas, j'étais pas équipée. Moi, j'ai pas une mère ou une famille qui m'a transmis, des valeurs féministes. Donc vraiment, j'ai pas été éduquée avec ça. Ça a été une prof de, culture générale qui m'a transmis ça en prépa, vraiment une prof incroyable, Édith Pailleux, qui m'a mis le pied à l'étrier là-dessus, et j'ai commencé à faire mon chemin à lire, et c'est, le premier coaching dont j'ai bénéficié, où je te disais que la coach a su faire un pas de côté, en comprenant ce dont j'avais réellement besoin à ce moment-là et pas uniquement en remplissant le contrat de coaching qui avait été passé avec l'entreprise. Et là, elle m'a fait, en fait, grâce à elle, j'ai pris conscience de tous ces biais systémiques du monde de l'entreprise dans lequel j'évoluais, que l'entreprise, en fait, elle a été, pensée et créée et conçue par des hommes. Donc, même si aujourd'hui, je pense qu'on aspire tous et tous à une parité, à une égalité au sein du monde professionnel, il y a encore des décalages. Et en fait, moi, j'ai décidé d'en faire mon combat parce que je me rends compte, je pense que, dans toute ma première vie professionnelle, j'ai eu beaucoup de collègues, femmes qui, spontanément venaient se confier à moi parce que je devais avoir déjà certainement, cette écoute en moi, et qui m'a raconté quotidiennement, quasiment, des histoires de: «Bah, là, lui, il a eu cette augmentation et pas moi. J'ose pas prendre la parole, j'ose pas dire ça à mon boss». Et je sentais que ces sujets revenaient tout le temps et que ça se posait visiblement quand même beaucoup moins côté homme. Je dis pas que ça se pose pas, mais c'était moins systémique, si tu veux. Donc j'ai vraiment décidé de me dire: «Bah, en fait, moi, je vais en faire mon combat». Le coaching, il va vraiment, et pas que le coaching aussi, moi, je facilite beaucoup je fais beaucoup de co-dev, de groupes de femmes, et ça, je trouve ça hyper puissant, la force d'un collectif féminin qui vient partager ses expériences professionnelles, ce qu'elle a osé, ce qu'elle a pas osé, ses freins, et ensemble, se donner de la force et de l'énergie pour dépasser, les, fameux plafonds, de verre et autres dans lesquels on peut être enfermé. Ouais, alors justement, peut-être pour nos auditrices, celles qui se posent la question de quoi faire face à ces inégalités, face à ces biais systémiques auxquels tu faisais référence, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour dépasser ces sujets? Ouais, il y a 1000 dimensions possibles. Il y a déjà, il y a: est-ce que j'ai envie d'agir de manière individuelle ou collective? Et ça, cette question, elle est pas neutre. Est-ce que j'ai l'énergie aujourd'hui? Et c'est OK de se dire: «Bah, là, c'est pas mon combat, je suis pas capable de le porter», donc ça va amener 2 chemins différents. Dans une démarche, collective, c'est effectivement, et ça se fait de plus en plus, moi j'accompagne de plus en plus de femmes qui le font, c'est au sein de leur entreprise, créer des petits réseaux de féminins, et c'est assez simple à mettre en place et c'est peu onéreux de commencer à créer ces réseaux d'entraide, de discussion entre femmes, et voir ce qui émerge et quels sont les besoins. Et en général, après, on va mettre en place des masterclass par rapport à des sujets qui ressortent, et pourquoi pas, comme on se le disait, des espaces de co-développement. Donc ça, c'est vraiment l'idée de se dire,
démarche vraiment collective. Des groupes de ressources au niveau des Exactement, entreprises et s'ils n'existent pas, prendre peut-être le leadership pour exactement. les imposer ou Et les les amener. proposer, Ouais, commencer petit, commencer avec 3-4 collègues et puis, d'accord. voilà, oser commencer petit et ouvrir la parole sur les questions: «Et toi, tu gagnes combien? Et toi, tu as eu combien comme augmentation?» qui sont des sujets qui sont encore très tabous et en fait, ce qui, pénalise aujourd'hui les femmes, c'est notamment le fait elles sont pas armées, elles sont pas outillées. Elles savent pas combien les autres gagnent en entreprise en général. Donc comment tu veux te sentir, aguerrie et confortable pour aller négocier quelque chose si tu sais pas dans quelle mesure c'est réalisable, tu sais pas ce que les autres ont pu avoir. Alors que il y a pas mal d'études qui ont montré qu'au contraire, les hommes, eux, plus facilement arrivent entre eux à délier la parole et à partager ce genre d'informations. Donc là, on est vraiment dans une démarche où j'ai envie d'en faire un vrai combat et d'œuvrer collectivement. Peut-être aussi, il y a un certain nombre de femmes, c'est pas le bon moment dans leur vie ou c'est pas leur combat, elles ont d'autres combats et de se dire: «Bah, moi, j'ai envie à titre individuel que ça bouge pour moi et ce sera déjà beaucoup». Donc c'est, je pense, le coaching, c'est quand même une bonne manière de se poser les questions, d'oser se débarrasser de quelques, croyances limitantes qui sont bloquantes. On en a tous des croyances, on est construit avec des croyances. Tu peux nous en donner quelques-unes qui sont propres peut-être aux femmes? Voilà et bah, il y en a beaucoup autour de la maternité. Bah, j'ai un projet de bébé, je peux pas postuler. Donc ça, moi, j'étais encore avec une femme hier, extraordinaire qui a eu une promotion. Elle m'a dit: «Mais je voulais même pas de la promotion parce que j'ai un projet d'enfant». Donc il y a beaucoup autour de la maternité. Il y a aussi, je suis pas assez charismatique. Avec l'idée encore, tu vois, cette représentation qui est très genrée et qui est construite parce que les entreprises ont été pensées par des hommes et donc si tu veux, des prédicats masculins. Pour être leader, il faut être charismatique, il faut être inspirant. Donc, vraiment, s'autoriser à faire un pas de côté et se dire: «Mais moi, mon leadership à moi, ce serait quoi?» Voilà. Donc le coaching et le coaching, c'est pas forcément la solution pour tout le monde. Pas tout le monde a le temps, l'énergie, l'argent à mettre dedans. Donc, bah, les podcasts, je pense qu'écouter, le tien, c'est déjà un 1er pas. Vraiment s'informer. Moi, je lis beaucoup, beaucoup de podcasts. Il y a plein de parcours inspirants qui peuvent aider à faire, des pas de côté et pourquoi pas, s'offrir une masterclass, enfin, vraiment commencer par des petits ateliers pour, commencer à travailler. Enfin, il y a D'accord. plein de chemins possibles. Mais, un élément pour moi qui est important, c'est en fait, accepter, d'être en chemin, que c'est OK et de pas culpabiliser si j'ai décidé d'en faire un combat personnel et pas collectif parce qu'aujourd'hui, je suis pas capable et si chaque c'est aussi inspirant d'avoir des femmes autour de soi qui se battent pour elles-mêmes. Ça permet aux autres de se dire: «Bah, ouais, en fait, c'est pas égoïste. Moi aussi, je peux aller défendre mon bout de gras et moi aussi, je suis légitime à aller me battre pour moi-même. J'ai pas besoin uniquement de représenter un collectif pour être légitime à aller me battre». Ça aussi, c'est un beau message, je trouve. Quel conseil justement toi tu aurais à donner à quelqu'un qui cherche, à entamer son propre chemin de transformation personnelle? Ouais, vaste question. Tout dépend où cette personne en est déjà. Je pense que là, en tout cas, le premier chemin, c'est de partir de soi. Donc, c'est aller à la quête de soi. C'est vraiment se rencontrer. Parce que se transformer, c'est se transformer pourquoi? Et moi, ce que j'observe beaucoup dans les accompagnements que je mène, individuels ou collectifs, c'est que, un certain nombre d'individus arrivent avec une idée de leur transformation idéale. Mais en fait, quand on vient questionner cette transformation pour la renforcer et voir si elle est fondée, elle est souvent construite par rapport à des représentations encore très sociétales de ce qu'est une vie heureuse, de ce qui me rendra heureux. Et parfois ça fonctionne, mais parfois du coup c'est un petit peu en décalage avec ce qui vraiment pourrait te rendre heureux. Donc vraiment partir de soi. Moi je trouve qu'un travail de base qui est, génial pour entamer une transformation, c'est travailler sur ses valeurs. Et ça, on peut le faire tout seul, on tape sur, internet «exo sur les valeurs» ou sinon tout simplement, moi je que un petit exercice très ludique que je trouve intéressant, c'est de se dire: «Bah tiens, je vais réfléchir à 4-5 personnes autour de moi que j'admire et qu'est-ce que j'admire chez elles? Qu'est-ce que j'aime chez elles?» Et en général, ce qui va ressortir de ces 4-5 personnes, ça vient aussi dire ce qui est important pour moi. Donc un petit peu, ça vient, si tu veux, illustrer ce que sont mes valeurs. De vraiment partir de ces valeurs et ça, c'est pour moi, c'est vraiment, si tu veux, le terreau pour ensuite construire ce qu'on a envie de construire. Ouais, l'idée étant de se rapprocher de qui on est vraiment et donc de ces valeurs, celles qui résonnent en nous. Et une autre chose qu'on peut suggérer également, c'est de prioriser ces valeurs et ensuite de voir dans quelle mesure on honore
ces valeurs. C'est-à-dire que si ta première valeur, c'est celle de la santé, par exemple, d'être en bonne santé, mais que tu passes 0 temps dans la semaine à t'occuper de ta santé, il y a un véritable décalage entre la priorité que tu as donnée à la valeur santé et le temps effectif que tu lui alloues. Et donc, c'est là d'où naît le décalage et la difficulté ensuite qu'on rencontre à être aligné avec nos valeurs, parce que même si on les met en priorité, on n'œuvre pas de telle manière qu'on honore ces valeurs. Exactement, et j'irais même dans la continuité de ce que tu dis. Moi, parfois, je vois si on prend la valeur santé, quelqu'un peut prendre conscience que c'est une de ses valeurs et dire: «Bah, OK, alors là, il faut que je change complètement de vie, que j'aille m'installer, en montagne, où je vais avoir un air plus pur, où je vais changer de vie» et cetera. Peut-être, mais peut-être que là, aujourd'hui, l'étape, c'est juste, comme tu le disais, de réintégrer un temps pour soi, une pratique sportive, une alimentation différente, un temps de sommeil, enfin des petites choses qui vont, permettre de venir renforcer et nourrir ces valeurs tout de suite, sans forcément penser que la transformation, c'est obligatoirement un changement de vie. Et ça, moi, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai beaucoup de personnes qui, veulent, à l'issue du coaching, avoir changé complètement de vie. Peut-être, pourquoi pas, mais peut-être qu'en fait, tu vas trouver ton équilibre et ton harmonie aujourd'hui en venant toucher des petits interstices, en te couchant un peu plus tôt, en prenant un temps pour toi le matin pour t'écouter un podcast, pour, arroser tes plantes, que sais-je. Enfin, vraiment, travailler aussi sur ces petits interstices du quotidien, ceux sur lesquels on a la main facilement, et dès aujourd'hui, et pas dans 6 mois ou dans 2 ans. Alors Émilie, à quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as déjà imaginé? Eh bien non, et j'aime l'idée de pas imaginer. Moi, je suis vraiment, très ancrée dans le présent. Donc, je l'ai pas imaginé, mais là, si tu as envie que je me prête à l'exercice, je me vois de plus en plus œuvrer. Là, moi, dans mon activité aujourd'hui, il y a une partie où je suis vraiment, à mon compte, aux manettes et toute seule, et il y a une partie où je travaille avec des collectifs, et je pense être encore plus impliquée dans des collectifs, faire plus de place à ces espaces-là, collectifs, où je me rends compte, comme je te le disais, moi, je me nourris des rencontres et des autres, donc vraiment trouver un équilibre où il y a plus de place pour ça. Et puis je pense qu'il y a aussi, peut-être l'idée de basculer un cran plus loin dans, cette expérience grenobloise, parce qu'aujourd'hui je suis à Grenoble, donc j'en profite le week-end et la semaine quand je peux, mais j'ai encore un mode de vie très citadin. Donc je pense qu'il y a à plus long terme, il y a des envies d'un mode de vie, plus lent et un petit peu en dehors de la ville. Donc très ancré dans le présent et finalement confiante dans la sérendipité, c'est-à-dire de ce qui va arriver, de faire le mieux possible avec les cartes qui nous seront attribuées. Exactement, et ce que tu me dis, ça me fait penser à un bouquin que moi j'aime beaucoup, qui fait le lien avec ce que tu dis, qui s'appelle «L'apprentissage de l'imperfection» de Tahal Ben-Shahar, et en fait, il explique le concept d'optimaliste par rapport à perfectionniste, et en fait, ce qu'il explique, c'est, on va pas demander à un perfectionniste de ne plus être perfectionniste, parce que quelqu'un qui est perfectionniste, c'est ancré en lui, c'est son ADN, son identité. Donc on va pas lui demander, ça n'a pas de sens. Par contre, on va l'inviter à réfléchir à un perfectionniste positif, qui serait, ce que tu viens de dire, en fait, qui serait l'optimaliste, de se dire: «Je fais du mieux que je peux au regard du contexte qui m'est donné, au regard de la situation, de l'énergie, les rencontres», et ça, moi, c'est un petit peu ma philosophie, et de me dire: quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux en fonction du contexte, et ça me suffit pour me porter et pour me rendre, sereine pour la suite. Est-ce qu'il y a des choses, Émilie, qu'on n'aurait pas abordées ou des sujets qui sont importants pour toi ou des choses que tu aimerais partager avec nos auditrices et nos auditeurs? Peut-être, une petite chose qui, moi, est importante pour moi aujourd'hui, c'est je lis beaucoup. En fait, je suis donc retournée me former, à la fac, il y a 3 ans maintenant, et donc ça m'a contraint de me remettre. On avait une bibliographie assez conséquente d'une quarantaine de livres pour le début de l'année, donc j'ai un petit peu serré les dents, mais ça m'a remis le pied à l'étrier, et aujourd'hui, moi, la lecture, ça prend de la place dans ma vie parce que je lui en donne et que c'est important pour moi. Donc vraiment, inviter, les auditeurs à trouver, ce à quoi ils veulent donner plus d'importance et de place, et je trouve qu'aujourd'hui, on cultive plus assez d'activités pour soi, sans enjeu d'efficacité, de rentabilité, de perfection, tu vois? Genre, je sais pas, ça peut être une activité créative, ça peut être de la cuisine, ça peut être que sais-je. Mais je trouve que c'est important de se retrouver du temps pour soi. Donc moi, la lecture me fait beaucoup de bien.
Avant de se quitter, Émilie, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. L'idée est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Donc, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok, alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? En ce moment, je lis Julia Carninon, Être mère, un recueil qu'elle vient de lancer parce que j'accompagne beaucoup de femmes autour de la maternité. C'est aussi des questions que je me pose. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Ah, énormément. Mais là, celui qui me vient, c'est encore un que j'ai lu pendant la Nouvelle-Zélande et qui est Peaceful Warrior de Dan Miller. Donc, c'est le parcours d'un jeune homme, initiatique d'un jeune homme sportif de haut niveau qui est rentré dans un schéma un petit peu tout fait de réussite, d'ascension sociale et qui se blesse. Et donc, il doit mettre sa vie en pause et il rencontre, si tu veux, Socrate, on va dire. Et donc, il s'initie à une autre philosophie de vie. Et ça m'a... Je pense que c'était le contexte du voyage, mais ce livre m'a beaucoup marqué. Quelle est ta citation préférée? Alors, j'ai pas d'auteur en particulier, mais en tout cas, moi, ce qui me porte et que je transmets beaucoup, c'est l'idée d'être en chemin. Donc, je me suis bien retrouvée dans ton podcast, c'est de se dire, on n'est jamais arrivé, on est juste en chemin. Et c'est chouette. Apprécier le chemin, vraiment. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Moi, il y a 2 collectifs avec lesquels je travaille beaucoup, Comet et Women's Sales Club, et c'est des cofondatrices à la tête de ces 2 collectifs. Et elles m'inspirent beaucoup pour l'énergie, en fait, qu'elles arrivent à mettre. Et ça m'inspire beaucoup par rapport à ma contribution individuelle. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Et je voulais être juge pour enfants. Comment commences-tu ta journée? Avec un rayon de soleil. C'est vraiment, moi, je regarde la montagne comme je suis à Grenoble. C'est vraiment connecté au dehors, rayon de soleil et petit café. Et quand il n'y a pas de soleil? Et quand même regarder la montagne. Comment elle va? Est-ce qu'il a neigé? Est-ce que je la vois? Quel talent aimerais-tu avoir? J'aimerais être plus créative. Je déploie pas assez ma créativité. Quelle est ta plus grande force? La confiance. En fait, j'ai confiance en la vie. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Fais-toi confiance. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Bouger le corps, retourner au corps. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que y avait rien à cocher et que c'était un chemin, justement. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Les personnes qui ne se remettent pas en question. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La jeunesse, les jeunes femmes, je trouve ça incroyable, en fait, déjà le chemin qu'ils ont fait. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi? Première question. Je pense comme quelqu'un tourné vers les autres. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Toi qui es une grande randonneuse. Ouais, ça c'est très dur comme question. Je pense que ça reste les chemins de Nouvelle-Zélande qui étaient vraiment des paysages incroyables et qui étaient assez initiatifs parce que c'était mes premières randonnées toute seule. J'avais jamais marché pendant des heures toute seule en montagne. Donc il y avait aussi, je trouve ça assez chouette de s'offrir ça. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Oh waouh. Qu'est-ce que je ferais? Je ferais des enfants. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? J'aurais envie de lui dire amuse-toi, fais-toi plaisir, va t'amuser. Qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Ça serait marrant, tu vois, d'entendre une des 2 coachs qui m'ont accompagnée, Gaëlle Charour ou Alexandra Neckel. Ce serait chouette de pouvoir les écouter, ouais. Super, on attend de les accueillir à ce podcast. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour ton témoignage. Bon retour à Grenoble sur les chemins escarpés des montagnes que tu affectionnes tant. Merci beaucoup, Thierry. Merci pour cet espace et toujours un plaisir d'avoir la possibilité de faire un pas de côté aussi pour soi. Merci, c'est un beau cadeau. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Émilie. Premièrement, même dans une situation de conflit, nous partageons souvent la même intention avec nos contradicteurs, mais nous avons des canaux de communication différents. Bien connaître son type de personnalité et celui des autres nous permet de mieux communiquer et d'atteindre nos objectifs communs. Deuxièmement, pour trouver notre raison d'être, faisons l'exercice de chercher notre ikigai. Il se situe à l'intersection de ce pourquoi nous sommes doués, ce que nous aimons, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi nous pouvons être payés. Troisièmement, la confiance en soi, c'est un muscle. Plus nous faisons et observons ce dont nous sommes capables, et plus nous renforçons notre confiance en nous. Quatrièmement, offrons-nous le cadeau de constituer notre propre club de supporters, en recueillant leurs conseils et leurs supports pour nous accompagner sur nos chemins de transformation. Cinquièmement, la première étape de la transformation, c'est partir à la quête de soi, se rencontrer. Pour cela, une approche intéressante est de partir de nos valeurs, ce qui est vraiment important pour nous. On peut aussi identifier les personnes que nous admirons et ce que nous aimons chez elles, qui est souvent ce qui est important chez nous, bref, nos valeurs. Et enfin, la transformation n'est pas nécessairement un changement de vie brutal, mais une progression basée sur un travail régulier, sur les petits interstices du quotidien, sur lesquels nous avons vraiment la main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.